Good Morning Business, le débat. Alors le plan jeune, ça fonctionne. Il faut quand même le dire, pour une fois qu'un bon dossier du gouvernement, quand on voit l'alternance, l'apprentissage, les chiffres de 2020 seront aussi bons que l'an dernier. Et en matière d'emploi des jeunes, la prime à l'embauche a aussi fonctionné sur les CDD ou les CDI. Nicolas Dose. C'est-à-dire que, oui, quand vous partez de la logique que si vous voulez multiplier quelque chose, il faut le subventionner, vous décidez de le subventionner à des niveaux jamais atteints. Parce que là, les primes de 4 000 € pour un CDI ou un CDI de plus de 3 mois, ou les primes de 8 000 € pour un apprenti de plus de 18 ans, ou de 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans, c'est des montants qu'on n'avait jamais vus. Donc, il n'est pas tellement surprenant que ça fonctionne. J'ai envie de dire que compte tenu du mur qui nous attendait au mois de septembre-octobre, il est assez cohérent que le gouvernement ait mis les bouchées doubles sur ce terrain-là. Après, quand vous voyez la facture, les 6 700 millions d'euros mis sur la table, même si tout n'a pas été dépensé aujourd'hui, pour 750 000 jeunes à la recherche d'un emploi à la rentrée du mois de septembre, là, que la facture est un peu salée. Alors on peut considérer qu'une facture salée dans des circonstances exceptionnelles comme celles que l'on vit était justifiée. Maintenant, je ne suis pas tellement surpris compte tenu des montants que ça fonctionne. Ce qui est pas mal, ça veut dire c'est qu'il reste quand même un peu une dynamique malgré le confinement de l'économie et des entreprises qui continuent à embaucher parce que même si on met 4 000 € mais qu'il n'y a vraiment aucun débouché derrière, il ne se passe rien. Donc on n'est pas complètement totalement à l'arrêt. Après, j'ai pas fait le calcul par emploi de ce que ça représente comme facture, mais c'est là où le sujet est un peu discutable et un peu moins défendable. Il y aura de la revoyure, a dit Elisabeth Borne, ils sont prêts à aller plus loin. Après, il y a ce discours politique qui me rappelle celui d'Emmanuel Macron au tout début, aucune entreprise ne fera faillite. Vous vous souvenez de ça ? Il n'y aura pas un seul chômeur, c'était quand même l'espèce de promesse. Alors là, c'est pareil, Jean Castex y va de cette méthode Coué. Tous les jeunes qui en ont besoin seront accompagnés. Où Elisabeth Borne nous dit on ne laissera aucun jeune sur le bord de la route. Ce genre de formules politiques sont peut-être celles-là un petit peu too much malgré tout. Jean-Marc Daniel. Oui, je suis toujours très surpris et agréablement surpris de votre enthousiasme sur les effets de la politique économique. C'est sur. Écoutez, il y avait une génération. Non mais Jean-Marc, il y avait une génération qu'on disait sacrifiée il y a 4 mois. Je sais que dans vos calculs, elle le sera à long terme, mais aujourd'hui, à court terme, elle a trouvé des débouchés, que ce soit de l'apprentissage. Je me souviens de 2 formules simples. Une formule que j'apprends à mes étudiants qui s'appelle la loi d'Okun, c'est-à-dire que pour qu'il y ait de la création d'emplois, il faut qu'il y ait de la croissance. Ouais. Au 3e trimestre, il y a eu de la croissance, donc il y a eu des créations d'emplois. C'est-à-dire, l'État n'y est pour rien. Au contraire, il avait plombé la croissance au 2e trimestre, donc là, il n'y a pas eu de création d'emplois. Au 3e trimestre, il y a eu des créations d'emplois. Et puis, une formule d'un personnage qui n'était pas susceptible non plus d'être un ultralibéral, qui était Manuel Valls, même si beaucoup l'ont critiqué, qui est Premier ministre socialiste, et pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. Bon, donc les employeurs... Si Jean-Marc se réfère à Manuel Valls, voilà, un progrès. Mais oui, écoutez, ça prouve que je suis ouvert. Et donc, un Premier ministre socialiste qui nous dit pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. C'est-à-dire, il ne faut pas déverser de l'argent public. Comme l'a dit Nicolas, ça a coûté 6,7 milliards. Êtes-vous sûr que ces 6,7 milliards n'auraient pas été mieux utilisés en baissant globalement les impôts des entreprises pour leur permettre effectivement de traverser la période difficile qu'on est en train de leur préparer. Et donc, je pense qu'on n'a pas résolu le problème de l'emploi des jeunes. Non, ça c'est certain. Et donc, le plan, c'était un emploi jeune au mois de juillet. Au mois de juillet, on était dans un contexte où, effectivement, on était en train de déconfiner. Et donc, les entreprises se sont engagées dans une procédure de recrutement sur la base d'une anticipation à de nouveaux marchés, à de nouveaux débouchés liés au déconfinement. Maintenant, vous pouvez mettre 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 € par emploi. Comme vous fermez les entreprises directement ou indirectement, vous connaissez beaucoup de restaurants en ce moment qui vont bénéficier de la prime de 4 000 € pour embaucher un jeune. Non, ils ont peut-être bénéficié en septembre. Oui, j'entends bien. Mais... Et ça permet de passer une période qui, normalement, c'est Jean-Marc, vous nous l'avez suffisamment rappelé, qui n'a vocation à être que temporaire. Et donc le jour où on rouvre les commerces, peut-être que ces jeunes qui auront en septembre trouvé un premier emploi, ils seront opérationnels. Oui, en ce moment, ils sont au chômage. Et je pense encore une fois que les 6,7 milliards, on pouvait les utiliser autrement. Parce que sinon, écoutez... Nicolas, aidez-moi, Nicolas. Non, mais sinon, c'est simple pour conclure. Si vous voulez vraiment lutter contre le chômage par l'État, vous créez 1 million d'emplois de fonctionnaires. Et vous êtes persuadé à ce moment-là que ça va réduire d'1 million le nombre de chômeurs. Vous voyez bien que c'est absurde. Donc on est dans la même... C'est pas la même chose. Si on avait décidé de créer 1 million d'emplois d'agents publics pour essayer de trouver une solution publique, là, c'est une sorte de réponse structurelle à un problème qui est conjoncturel. Bon, j'ai envie de dire qu'il y a un parallèle avec ce que font les banques centrales. On a pas mal de recul maintenant sur les politiques monétaires des banques centrales. On est tous
tous d'accord pour dire que ce sont des politiques vraiment non conventionnelles et qu'on ne peut pas leur attribuer la vertu d'avoir créé de la croissance. On ne peut pas leur attribuer la vertu d'avoir fabriqué l'économie de demain. On ne peut pas leur attribuer la vertu d'avoir créé de la croissance. On est d'accord. Mais tous les détracteurs des politiques monétaires des banques centrales telles qu'elles sont menées aujourd'hui admettent tous que si à un moment elles n'étaient pas intervenues, on ne sait pas exactement dans quel état nous serions aujourd'hui. Donc il est certain que c'est pas avec 6,7 milliards d'argent public qu'on fabrique un marché de l'emploi et qu'on va fabriquer des employeurs pour qu'il y ait des emplois ou que l'on va fabriquer de la demande qui n'existerait pas. Mais on peut aussi, compte tenu de la situation très particulière que l'on traverse aujourd'hui, se demander où on en serait là à peu près mi-novembre si on n'avait pas décidé de créer un stimulus budgétaire qui a forcément été un peu lancé au doigt mouillé, qui est peut-être excessif et mal calibré. Donc où en serait ce marché aujourd'hui de l'emploi des jeunes, du premier emploi, hein, c'est le premier emploi, c'est ce moment très important où il ne faut pas rater le début, parce que quand on rate le début, on sait qu'on le paye très longtemps. Bon, on en serait où? Là, je ne suis pas capable de vous le dire, mais j'ai une espèce d'intuition que ça a quand même eu des effets positifs. Maintenant, on aurait fait ça dans des temps normaux, vraiment des temps normaux. Là, je vous dirais qu'effectivement, la facture est absolument indéfendable. Débat passionnant. Merci Jean-Marc Daniel et Nicolas Dehaut